un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté, je fasse... Auditrices, auditeurs, amis citoyens, camarades, bonjour. Les studios de Radio Libre en Périgord, votre radio préférée, étant fermés ce lundi 21 avril, cette chronique du groupe Fred Zeller a été enregistrée mercredi 16 avril. C'est une chronique sous forme d'interview. Aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir de recevoir dans cette chronique Pierre-Yves Modicom de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, et je vais le laisser se présenter lui-même, c'est le plus simple. Merci beaucoup Jean-Louis et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis libre penseur et membre de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée, qui est la société savante de la libre pensée, si l'on veut, ou son organe de liaison avec le monde universitaire. Je suis moi-même universitaire. Alors, beaucoup plus à l'est que le Périgord, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais encore en poste à Bordeaux, donc pas forcément très très loin des zones d'émission du groupe Fred Zeller et de Radio Libre en Périgord. Très bien, merci. Alors, nous allons commencer le sujet du jour, il va paraître peut-être un peu obscur pour nos auditrices auditeurs, le HCRS, et tu vas nous expliquer d'abord qu'est-ce que le HCRS, d'où il vient, quand a-t-il été créé, quel est son rôle, etc., etc. Alors, le HCRES, c'est donc un sigle, évidemment, pour Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc, c'est officiellement une autorité administrative indépendante qui a été créée il y a une douzaine d'années à peu près, officiellement en 2013, en réalité un peu avant, puisqu'elle a été créée sur les décombres d'une autre structure très très proche et très similaire, qui s'appelait l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui date, elle, de 2006. La fonction de l'une ou l'autre de ces agences, c'est, comme le nom l'indique, d'évaluer la recherche et l'enseignement supérieur. Ce que le nom ne dit pas, c'est que le domaine d'action est, dans les faits, réservé à la recherche et à l'enseignement supérieur public. Quelques structures qui reçoivent des subventions de l'État sont également soumises à ces injonctions d'évaluation, mais l'essentiel du secteur privé, et notamment du secteur privé lucratif, est exempté de cette évaluation qui se veut qualitative, ce qui est déjà le premier signe que quelque chose potentiellement ne va pas dans cette affaire. Alors le Haut Conseil et auparavant l'Agence d'évaluation sont assez décriés dans le monde universitaire et scientifique depuis leur création parce qu'ils sont soupçonnés, non sans raison, de privilégier des approches très quantitatives sur la base d'indicateurs qui sont fixés, abstraitement dans des décrets, dans la réglementation, sur la base de critères politiques, d'injonctions à la production, à la compétitivité, à l'attractivité de court terme, avec un certain nombre de mythes. Le mythe du marché mondial des meilleures universités. Donc il faudrait distinguer le bon grain des grandes universités de recherche intensives et livrer des petites universités qui servent essentiellement à sortir les jeunes des zones défavorisées et du milieu rural et périurbain des statistiques du chômage pour les insérer rapidement dans le marché du travail parce qu'on n'a pas besoin d'entretenir un enseignement supérieur de grande qualité pour cette population. Évidemment, Très ça n'est bien. jamais totalement assumé, mais c'est l'idéologie à peine dissimulée derrière la grande vague de réformes qui touche l'université depuis une vingtaine d'années et dont le Haut Conseil est la clé de voûte, puisque c'est le Haut Conseil qui est chargé de vérifier le zèle avec lequel les universités et les organismes de recherche appliquent toutes ces réformes. Très bien, merci. Alors, pourquoi parle-t-on autant aujourd'hui du HCRS et qu'est-ce qui amène, pour quelles raisons,
la Fédération nationale de libre pensée et l'IREL ont-elles publié un communiqué commun sur cette question du HCRS. C'est par rapport, je crois, à des décisions récentes et tu vas donc nous en informer. Et on va voir après, ensuite, dans un deuxième point, quels sont les enjeux, y compris de cette décision, et puis quel est l'enjeu de, je dirais, pour nous n'avons pas un public composé uniquement d'universitaires et d'étudiants, hein, donc en quoi ça concerne toute la population finalement. Alors, comme je te disais, l'existence même de cette agence, elle est controversée depuis le départ. Ce Haut Conseil n'a jamais réellement réussi à gagner une légitimité dans les milieux universitaires et académiques de base. Et aujourd'hui, on est dans une situation paroxystique où il y a eu une crise du HCRES qui a duré, qui est restée sans président pendant un certain temps. La présidence a été pourvue récemment, un peu entre la poire et le fromage, par le gouvernement Barnier, qui est quand même pas resté en affaires très très longtemps. Ça n'est pas très bon. Et s'est greffé là-dessus les résultats d'une campagne d'évaluation, comme ils en font tous les ans, où ils ont évalué les universités de banlieue parisienne, du nord de la France et d'outre-mer. Et ces évaluations ont été un carnage, hein. Ils ont changé les grilles, changé le système d'évaluation. Ils sont passés à quelque chose qui semble plus strict, qui semble aussi à certains égards plus arbitraire. Il y a des soupçons assez forts que les évaluations faites par des vrais universitaires dans les comités d'inspection ont été réécrites par des apparatchiks du Haut Commissariat. Et ça a provoqué une véritable mobilisation, une grande levée de boucliers dans toute l'université, pile au moment où l'Assemblée évaluait une loi, qui est la loi de simplification économique, dont l'un des articles prévoit de supprimer une ribambelle de comités que le gouvernement juge inutiles, y compris certains qui sont en fait très utiles. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu un amendement en commission qui a dit, dans la liste des comités inutiles, voire nuisibles et qui coûtent très cher, il y a le HCRES. Ils l'ont ajouté à la liste et un peu à la surprise générale, cet amendement a été voté en commission. Il y a eu branle-bas de combat de tout le monde dans le milieu, les uns pour appuyer cet amendement en commission, les autres pour dire c'est une catastrophe, il faut absolument sauver le HCRES. Et la semaine dernière, l'amendement a été examiné en plénière à l'Assemblée nationale et il a été validé. C'est-à-dire qu'il y a une étape décisive vers la suppression de cette instance qui a été adoptée, évidemment contre l'avis du gouvernement, et ça a semé un vent de panique dans tous les milieux partisans d'un contrôle managérial de l'université et d'une espèce de reprise en main administrative de l'université, parce que c'est leur principal outil qui, là, est directement menacé. Et à l'inverse, du point de vue des universitaires, ça a décuplé la mobilisation contre cette instance qui a un vrai déficit de légitimité et qui, là, maintenant, se voit délégitimée par la représentation nationale elle-même. Très bien, merci. Alors, euh, si je comprends bien, ce sont les députés du président de la République, macronistes, qui ont voulu maintenir Tout à fait. ce comité. Est-ce qu'ils ont été seuls? Est-ce qu'il y a eu d'autres formations politiques? Est-ce que peut-être d'ailleurs que le clivage et vote ne recoupe pas exactement le contour des différentes organisations, des différents groupes parlementaires, puisque nous parlons d'un Tout vote à à fait. l'Assemblée nationale? C'est un dossier, bon, c'est un dossier technique hein, qui ne passionne pas les foules, donc les clivages ne sont pas nécessairement ceux auxquels on s'attend. Donc les macronistes ont bénéficié de l'appui du Parti socialiste, officiellement de l'appui des républicains. Quand on voit les votes, on se rend compte en fait que la majorité des députés LR ont voté la suppression contre la consigne de leur état-major. Et le camp de la suppression, c'était la France insoumise, les Verts et le Rassemblement national. Le Parti communiste à l'Assemblée a penché vers la suppression. Au Sénat, il y a eu des prises de parole. Si le Sénat doit se pencher sur l'affaire, les sénateurs communistes vont probablement voter avec le gouvernement. Vous voyez, ça traverse D'accord, même les partis politiques. d'accord. Alors, sur le plan factuel de cette échéance parlementaire, les choses sont terminées maintenant sur,
Les choses ne sont pas du tout terminées parce que c'est un amendement à une proposition de loi qui porte sur énormément de sujets et le plus significatif, celui qui passionne le plus la population, c'est les ZFE, hein, les zones à faible émission, qui sont un Voilà. vrai gros enjeu, notamment dans les métropoles. Et en fait, l'article sur les ZFE, il n'a toujours pas été examiné. Donc le gouvernement a un peu suspendu l'examen du projet, donc toute l'affaire est enlisée. Une fois que l'Assemblée aura fini l'examen, ça devra passer en commission mixte paritaire. Il faudra voir si la commission mixte paritaire est conclusive. Et selon qu'elle est conclusive ou pas, on verra si l'Assemblée nationale doit revoter sur quel texte. D'accord. Alors, ça fait beaucoup de bruit dans le milieu universitaire, dans le milieu de la recherche. Pour l'ensemble de la population, quel est l'enjeu? Alors, bien évidemment, l'enjeu immédiat, c'est qu'il y a un certain nombre d'enfants, des habitants de notre département qui font des études supérieures et qui, donc, en tant que tels, vont être concernés. Mais plus globalement, par rapport à l'ensemble de la société, finalement. Alors, le grand point de clivage et ce qui a potentiellement coûté la peau au HCRES, c'est l'évaluation des formations universitaires, et notamment cette fameuse vague d'évaluation de cet hiver, où il y a eu des attaques quand même très significatives politiquement contre des formations jugées peu utiles économiquement. La philosophie, visiblement, ça dérange. Les langues et la diversité des langues, ça ne plaît pas. Les licences professionnelles sont dans le collimateur. Bon, donc on voit quelque chose qui se dessine, hein. Les licences de langue, les licences professionnelles, c'est des formations avec un recrutement populaire. Donc il y a un enjeu de méfiance, voire de stigmatisation de formation qui concerne les classes populaires. Donc là, il y a un enjeu démocratique, un premier enjeu démocratique. Le deuxième enjeu, bah, c'est qui décide des critères? Est-ce qu'on décide que l'insertion professionnelle à 12 mois doit être un critère de vie ou de mort sur une formation de licence, y compris dans des types de licences où 80% des étudiants font un master derrière? Donc ça n'a aucun sens de mon point de vue, hein. On pourrait parler d'autres critères. Est-ce que faire des mobilités à l'étranger, ça doit être un critère de vie ou de mort pour une sélection, pour une licence? Il y a des disciplines où ça peut s'entendre, il y en a d'autres, ça s'entend beaucoup moins. Et ça, c'est pareil, c'est très clivant socialement, hein. Et puis, il y a d'autres enjeux qui sont plus discrets, qui défrayent pas la chronique, mais qui sont peut-être plus directement pertinents démocratiquement. C'est ce qui concerne les laboratoires de recherche et la politique scientifique de la France, où il y a une pression à produire des publications à un rythme soutenu, à faire un certain type de recherche, à aller dans certaines directions conformes à des priorités politiques. Je pense pas que les auditrices et les auditeurs de Radio Libre en Périgord aient particulièrement le sentiment d'avoir été associés à l'élaboration des priorités scientifiques stratégiques de la France. Donc, qui les décide, ces priorités politiques? Qui sont pas neutres en termes de recherche sur l'intelligence artificielle, sur les énergies renouvelables. Alors voilà, sur le papier, personne ne peut être contre, mais elles sont tombées du ciel, ces priorités politiques, et elles sont pensées à partir d'intérêts industriels, et encore une fois, de cette politique qui intéresse directement, en particulier des auditrices et des auditeurs du Périgord, parce que derrière, il y a une idéologie des métropoles compétitives, et le reste, c'est de l'arrière-pays, tout juste bon à fournir des services à la personne pour une population vieillissante et structurellement au chômage. Donc, il y a quand même quelque chose là dans le rapport, hein, très concrètement, entre le Périgord et Bordeaux. C'est une idéologie qui a des effets de fracture territoriale et d'injustice géographique tout à fait réels. De la même manière qu'on se pose des questions sur les étudiants des classes populaires, jamais il n'est prévu que, on prenne en compte la question des résidences et des places en CTU pour les enfants des classes rurales. Et donc, il y a quand même des enjeux d'aménagement du territoire très réels derrière cette idéologie de politique universitaire et de politique scientifique. Ces enjeux officiellement sont absents de la grille d'évaluation du HCRES. Donc, en fait, c'est l'inspiration de la politique scientifique qui est menée. Et donc, si on refuse d'en parler démocratiquement, si on fait semblant qu'ils n'existent pas, tout en évaluant les universités sur les conséquences de choix politiques qui sont des choix d'aménagement du territoire, c'est un marché de dupes, et au terme de ce marché de dupes, on voit très bien qui perd. Hein, les banlieues, les secteurs périurbains, les zones rurales.
Et cet enjeu-là n'est Très bien. jamais posé. Or, c'est un enjeu démocratique, évidemment. Absolument. Ce n'est donc pas une question strictement universitaire. C'est Non, quand parce que même, l'université concerne tout le monde. ben voilà, bien sûr. Alors, tu as utilisé, là, j'ai entendu à plusieurs reprises le terme idéologie, idéologie d'État. Ça me fait immédiatement penser à la manière dont, au niveau de la libre pensée, nous nous sommes exprimés sur la loi séparatiste, en impliquant que c'était une idéologie d'État qui imprimait en quelque sorte cette loi, et donc la vision qu'a l'État actuel de la laïcité dans le cadre de la loi séparatisme, et donc on a dit tout le mal qu'on en pensait. Là, je ressens un petit peu le même ressort apparaître dans la manière dont le pouvoir en place cherche dans le milieu universitaire, dans les filières universitaires, à marquer une empreinte correspondant à son idéologie, à son point de vue sur la société. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a de cela? Est-ce qu'on peut parler effectivement euh, d'une, comment dire, j'allais dire, bon, le terme est peut-être excessif, mais ça me fait penser à une forme de trumpisme à la française. Alors, il y a des points communs et en même temps, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que l'immixion dans le domaine des libertés de conscience, d'opinion et de recherche est pas du tout de la même ampleur que ce que peut Oui, représenter la loi séparatisme. Néanmoins, il y a effectivement quelque chose de préoccupant pour la liberté académique dans cette affaire-là, qui est que on a un gouvernement dont le rapport à la vérité, à la science, au libre examen, à la libre poursuite de la vérité est quand même assez distant, distendu et conditionné à des enjeux d'applicabilité industrielle et politique immédiate. Donc c'est un rapport opportuniste à la vérité scientifique, un rapport très opportuniste et très méfiant, je pense qu'on peut aller jusque-là, à la recherche scientifique et au temps long de la recherche scientifique dont on ne sait pas à l'avance quels intérêts elle va servir, dont on ne sait pas à l'avance sur quoi elle va déboucher. Et ça, en fait, ça suscite une méfiance. Il y a, de la part de la haute fonction publique, un peu le rêve que tous les scientifiques soient des ingénieurs, tels que ces gens se représentent les ingénieurs, c'est-à-dire des gens qui trouvent des solutions à des problèmes qu'on leur donne. Et évidemment, l'université et la recherche, c'est pas tout à fait ça. Et donc, on aimerait bien quand même que ce soit plus encadré. Et c'est ces fameux critères, hein. Ces critères sont des critères d'encadrement qui servent à canaliser l'énergie intellectuelle des laboratoires en particulier pour les amener vers des fins d'application économique, industrielle ou administrative et technocratique immédiates. Et donc, ce qui cadre pas, on s'en méfie. Et c'est dans cette défiance, dans cette méfiance et cette volonté d'exercer une forme de pression douce, mais quand même assez incitative et assez ferme, dans une certaine direction, qu'on a des éléments communs avec certains secteurs du pouvoir américain, pour qui la bonne science, c'est la science qui sert à faire des voitures Tesla. On peut dire oui, tout ça. pour faire court, mais c'est pas faux du tout. OK. Il y a une Alors, méfiance très claire vis-à-vis des recherches en sciences de l'environnement, par exemple, hein. Toute recherche en sciences de l'environnement n'est pas forcément bonne. Si elle dérange certains intérêts, elle n'est pas forcément souhaitable. Si c'est de la recherche bien comme il faut sur l'ingénierie verte, là, en revanche, c'est beaucoup mieux. alors, à l'inverse, une double question. Est-ce que, alors peut-être que la décision de l'Assemblée nationale va marquer un coup d'arrêt à ce processus, mais je doute que s'il y a des pressions, elles vont se manifester sous d'autres formes. Est-ce que ça ne va pas tendre à vouloir mettre en avant, à vouloir propulser des filières qui seraient plus en rapport avec ce dont on entend parler tous les jours dans tous les bulletins d'information, c'est-à-dire l'armement, l'industrie de l'armement, la marche à la guerre, on s'est largement exprimé là-dessus au niveau de la libre pensée, et dans quelle mesure cette marche à la guerre peut être effectivement ce moyen de pression dans certains secteurs, bien sûr, pas forcément tous, de l'université. Alors pour ma part, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une pression très forte en ce sens pour ce qui est des formations
c'est-à-dire des licences ou des masters. Ça ne veut pas dire que ce soit totalement absent, ça peut être une tentation, mais voilà, je ne ressens pas de très forte pression dans cette direction. En revanche, là où la vigilance est de mise, c'est sur le financement de la recherche. Alors, il y a un euphémisme consacré pour parler de la recherche civilo-militaire, c'est-à-dire de la recherche financée par le civil au bénéfice de l'armée et de l'armement, c'est recherche duale. Et là, on voit qu'il y a, notamment du côté des instances de l'Union européenne, qui ont un rôle de financement qui n'est pas négligeable, c'est à peu près 10% des enveloppes de financement, et surtout il y a un rôle prescriptif, c'est-à-dire que ces 10%-là appellent en fait le reste, hein, ils sont un peu la norme, et là on voit se dessiner quelque chose d'assez cohérent, où on veut financer prioritairement deux types de recherche. La recherche dite partenariale, ou collaborative, c'est les partenariats publics-privés, très concrètement. Et la recherche dite duale, la recherche civilo-militaire, au profit notamment des industries de l'armement. Là, donc, il y a une tentation très forte des instances de l'Union européenne. La position de la France sur cette question n'est pas très très claire, ce qui paraît suggérer que la France est plutôt d'accord, mais ne l'assume pas politiquement, publiquement. Donc voilà, je pense que le point de vigilance, il est plutôt là, sur cette tentation de la Commission européenne de fondre les financements de la recherche scientifique vers des programmes qui n'auraient pas d'autre fin que la compétitivité industrielle et la politique d'armement. Très bien. Bon, je crois que nous arrivons vers la fin de cette chronique. Il faut donc laisser également le temps au choix musical de l'invité que nous allons écouter après donc la conclusion, j'allais dire, de cette chronique. Je vais laisser bien sûr le mot de la fin à Pierre-Yves. Auparavant, bon, je voudrais d'abord le remercier très vivement de s'être exprimé sur ce sujet et de l'avoir fait dans des termes je dirais, qui vont rentrer dans le public que de Radio Libre en Périgord. Et puis, Pierre-Yves, peut-être que je te solliciterai à nouveau pour d'autres Avec chroniques plaisir. sous forme d'interview. Je pense notamment par rapport à la sortie du livre sur Max Evers. Ça pourrait être également un domaine intéressant. Alors, je te laisse le mot de la fin. Et puis donc, après, eh bien, il y aura ton choix musical. Ben, le mot de la fin, c'est la liberté, hein, comme d'habitude, la liberté dans la poursuite de la vérité. C'est-à-dire que je crois que nous sommes une émission libre penseuse. La libre pensée et la liberté que nous voulons, c'est une liberté méthodique guidée par l'exigence de la vérité, le travail patient de démasquer les illusions et d'avancer collectivement vers une vérité qui ne soit pas le monopole de quelques-uns, mais qui soit partagée par tous et toutes et sans arrêt remise à la critique. Ben ça, c'est la fonction de l'université, c'est la fonction de la recherche. Et il faut se méfier des gens qui vous disent qu'ils aiment la science, qu'ils aiment l'université et qui se gardent bien d'ajouter que ce qu'ils doivent aimer là-dedans, c'est la libre poursuite de la vérité, y compris quand elle dérange et quand elle n'est pas celle qu'on estimait ou qu'on attendait au départ. Il faut se laisser surprendre, c'est d'abord ça la libre pensée, et c'est l'amour de la liberté et de la vérité dans ce qu'il peut avoir de poil à gratter, pour nous tous et pour nous toutes. Merci infiniment, Pierre-Yves. Et donc, peut-être à une prochaine fois. Et voilà donc pour cette chronique d'aujourd'hui. Et nous écoutons maintenant la musicale de Pierre-Yves. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient ton glaive